Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Une météo qui décoiffe. Les équipes de RDF sont toujours à la manœuvre pour tenter de rétablir au plus vite l'électricité dans les foyers privés de courant en Loire-Atlantique et dans les Côtes-d'Armor. Le coup de vent qui s'est abattu hier sur l'ouest de la France a fait en Bretagne au moins 3 blessés. Il a ensuite balayé une grande partie de l'Hexagone. Des dégâts sont à déplorer dans d'autres régions comme ici à Lyon où le nouveau quartier de Confluence a déjà perdu de sa superbe. Le parc de la Tête d'Or a également vu ses arbres malmenés, il a dû être fermé au public par mesure de sécurité. Ce chauffeur de taxi parisien a lui eu beaucoup de chance, il est ressorti indemne mais choqué de sa voiture après avoir reçu ce marronnier sur le toit de son véhicule. La scène s'est déroulée ce matin avenue Montaigne à quelques pas des Champs-Élysées. Des Champs-Élysées pris d'assaut par la police. Une image forte. Hier soir, plusieurs centaines de policiers ont bloqué la célèbre avenue pour protester contre une décision de justice à l'encontre de l'un de leurs collègues. Le fonctionnaire a été mis en examen pour homicide volontaire après avoir abattu samedi à Noisy-le-Sec un individu armé recherché par les services de police. Nos collègues sont de plus en plus confrontés à des difficultés, à des actes de violence et je crois qu'il y a parallèlement à ça des décisions de justice qui sont totalement incomprises. L'autopsie a permis de déterminer que la victime avait été tuée d'une balle dans le dos, une analyse corroborée par des témoignages qui mettent à mal la thèse de la légitime défense avancée par le policier. Autre revendication, celle des gardiens de prison. À l'appel des syndicats FO et CGT, les personnels pénitentiaires continuent d'exprimer leur colère. Ces mouvements sporadiques durent maintenant depuis le 4 avril. Il s'agit, selon les représentants des personnels, de peser sur le débat présidentiel pour réclamer plus de moyens et des embauches. Alors aujourd'hui, on a décidé de sortir un peu de devant les établissements pour venir interpeller directement notre hiérarchie avec un appui médiatique en pleine Toulouse, de façon à faire entendre des revendications qui malheureusement piétinent depuis un mois. L'UFAP, UNSA, syndicat majoritaire chez les gardiens de prison, a choisi de ne pas s'associer à ce mouvement. Quant au pouvoir public, il continue d'appliquer une stratégie de fermeté. Personne ne rentrait, personne ne sortait. La direction interrégionale était privée de ses personnels administratifs dès 8 h ce matin. Pour les manifestants, leur nouvelle mission, amener des détenus au palais de justice par exemple, n'est pas acceptable en l'état. Ils réclamaient une formation. Accompagner des détenus suppose le port d'une arme de poing sur la voie publique. Ils demandaient ensuite des effectifs supplémentaires, mais vers 11 h, les forces de l'ordre interviennent et débloquent le portail d'accès à la direction interrégionale. Ben voilà, la seule réaction qu'on aura de notre administration aujourd'hui, c'est une fois de plus l'intervention des forces de l'ordre pour nous déloger face à nos revendications qui, je pense, sont plus que légitimes. On a des effectifs en complète déconfiture et c'est la seule réponse qu'on a. FO et CGT réclament des négociations avec le ministère de la Justice. Ils sont décidés à se faire entendre. En préparation, une manifestation à Paris au lendemain du second tour des présidentielles. L'État au secours du numéro 2 français de la sécurité. En jeu, les 5000 emplois du groupe Néo Sécurité. Les syndicats reçus hier à l'Elysée ont obtenu des assurances pour le maintien des emplois en échange d'un effort de gestion. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial du secteur, le groupe suédois Securitas, qui annonce qu'il va étudier une offre de reprise concoctée par le ministère de l'Industrie. Mais la crise semble plus profonde que cela et la concurrence sauvage que se livrent les acteurs du secteur n'y est pas étrangère. 180 emplois à Pau, près de 200 dans l'agglomération bordelaise. Néo Security, premier français pour la prévention sécurité, est en cessation de paiement. Mais selon ce syndicaliste, c'est tout le secteur, 160 000 emplois en France, qui est malade. Les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, négocient les prix au plus bas et ensuite les salariés ne peuvent pas être payés correctement. Et la deuxième raison que j'émettrais, je critiquerais les 5-6 grandes sociétés de sécurité privée en France qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux justement pour ne pas travailler à ces prix-là. Au siège administratif de Mérignac ne travaillent que quelques agents. Tous les autres sont sur les sites clients, bâtiments commerciaux, industriels, de grande hauteur, du personnel de plus en plus qualifié.
On a beaucoup de gens maintenant chez nous qui travaillent avec des bacs plus 2, parce qu'on a maintenant beaucoup de technologies qui rentrent dans la sécurité, notamment en sécurité incendie. Donc on a besoin de gens qui ont des têtes pensantes, comme on dit, qui savent s'organiser, qui ont la tête sur les épaules, qui ont des qualifications. Salaire de base, 1150 € net. En pleine campagne électorale, le PDG appelle l'État au secours. Qu'est-ce que ça représente 15 millions pour l'État par rapport au risque qu'il y a par rapport à une procédure de redressement judiciaire? Au total, si je n'ai pas ce prêt, entre guillemets, de 15 millions, ça va coûter à l'État de l'ordre de 100 millions. Et ça, ces 100 millions-là seront brûlés, cramés. 5000 emplois sont en jeu au plan national. En Aquitaine, les salariés, entre confiance et inquiétude, redoutent une première vague de licenciements dès le mois prochain. Toujours au chapitre des revendications sociales, les personnels de cette centrale au charbon, propriété du groupe allemand E.ON, ont profité de la visite d'un haut dirigeant de la société pour lui signifier leur mobilisation et leur mécontentement. Ils s'opposent en effet à la fermeture de leur centrale prévue l'an prochain. Les 3 autres usines thermiques du groupe allemand situées en France sont également en grève et menacées de fermeture. Plus de 500 emplois sont concernés. Le groupe allemand a choisi de se tourner vers les énergies renouvelables et d'investir dans l'éolien. Les salariés toulousains du groupe américain Freescale ont obtenu un nouveau sursis. Leur site qui fabrique des puces électroniques devait fermer en mai 2011, mais cette fermeture a de nouveau été reportée pour la 5e fois. Un petit jeu qui n'amuse ni les personnels ni les syndicats. Ils avaient dit stop et pourtant elle est toujours là. L'unité de production de l'entreprise Freescale aurait dû fermer en mai 2011 et 821 personnes auraient dû être licenciées. Mais les mois passent et la direction repousse le moment fatidique. La fermeture vient d'être reportée une nouvelle fois, au mois d'août prochain. Pour les syndicats, c'est bien la preuve que l'usine est viable. Du travail, il y en a. Jusqu'à très peu de temps, on faisait 8000 pièces par semaine, alors que le PSE prévoyait 3000 pièces par semaine. On est très loin de ce qui a été annoncé dans le PSE. Du boulot, il y en a, c'est une réalité, et on ne voit pas pourquoi l'usine fermerait. Il y a également des bénéfices. Il faut savoir qu'en 2009, le site de Toulouse faisait 39 millions d'euros de bénéfices. En 2010, c'était encore 19 millions, et en 2011, 18 millions de bénéfices. C'est énorme, il n'y a aucune raison que ça ferme. Freescale est spécialisée dans les puces électroniques pour le secteur automobile. Les clients sont là, les commandes aussi, mais selon la direction, la majeure partie des pièces fabriquées à Toulouse va devenir obsolète. La CGT s'oppose à la fermeture et a même présenté un projet de reprise. Le syndicat demande aux candidats à la présidentielle de les aider à sauver les emplois. Atterrissage réussi pour le futur gros porteur de l'armée. La 400M d'Airbus qui doit entrer en service prochainement est actuellement en phase de test sur différents aéroports militaires comme ici à Orléans. Le programme européen mené par le consortium EADS a connu de nombreux retards et péripéties. Pour l'heure, 174 de ces appareils ont été commandés, dont une 50aine par la France. Ils remplaceront la flotte vieillissante des Hercule C-130 et des Transal. C'est la base aérienne 123 d'Orléans qui doit en principe accueillir les premiers appareils dès 2013. Encore un procès gagné contre la SNCF. Cette fois, il s'agit d'un usager qui demandait le remboursement de son billet. Son train avait été annulé à cause de la neige, mais la SNCF refusait de le rembourser. La justice vient de condamner l'entreprise. Plus d'1 an de procédure pour se faire rembourser un billet de train. Il en aura fallu de la patience à Étienne Huguenot. En décembre 2010, ce libraire amiénois se rend à Châlons-en-Champagne via Paris pour y fêter Noël. Mais arrivé gare du Nord, c'est la désillusion. Les chutes de neige bloquent son train. Il doit renoncer à ses vacances. Monsieur Huguenot demande alors le remboursement de son billet aller-retour. Refus catégorique de la SNCF. Les intempéries constituent selon elle un cas de force majeure. J'ai donc écrit au médiateur de la SNCF, j'ignorais, je suis passé par des associations de consommateurs, et là ça m'a fâché, la médiation qui, je pensais autonome, me fait du copier-coller, me fait la même réponse, n'a a priori pas étudié du tout le dossier, répète, nous nous excusons, cas de force majeure, on ne parle toujours pas de mon retour, que j'étais en droit de me faire rembourser. Réponse négative du médiateur donc, Monsieur Huguenot se tourne alors vers le tribunal de proximité d'Amiens en assurant lui-même sa défense. Le 17 avril dernier, les juges lui donnent finalement raison. La SNCF doit lui rembourser les 86,30 € de son billet et lui verser en plus 100 € d'indemnité. Ce n'était vraiment pas une question d'argent. À un moment, j'ai même hésité à plaider à l'euro symbolique. On m'a déconseillé pour ne pas, entre guillemets, se la jouer.
c'est vraiment une question de droit. Je voulais que le droit triomphe. Solidaires de M. Huguenot, les associations d'usagers se félicitent bien sûr de cette décision, mais dénoncent une attitude de mépris de la part de la SNCF. Ce que je déplore, c'est que ça ait pris 16 mois. Ça démontre bien encore une fois la mauvaise foi de la SNCF. Qu'on soit abonné ou usager occasionnel, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, on paye pour un service à la base, donc oui, on espère que ça va faire jurisprudence. Contactée, la SNCF n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, mais se réserve le droit de faire appel de la décision. Un anniversaire qui a failli tourner au cauchemar pour un adolescent qui s'apprête à fêter ses 14 ans. Sur Facebook, plus de 50 000 personnes se sont en effet invitées à la fête qu'il comptait organiser avec quelques amis. De quoi donner des sueurs froides à son père. Pêle-mêle, message de soutien et message à la gloire de Benjamin, déifié, élevé au rang de Dieu vivant. Message à l'image finalement des réseaux sociaux et de ceux qui alimentent ces conversations. Et qui rajoutent à la consternation d'un père abasourdi aujourd'hui par ce qui les lit depuis 3 jours. On se rendait compte qu'il y avait même des adultes ou même des mères de famille qui pouvaient avoir des commentaires au milieu qui étaient vraiment surprenants et qui appelaient, quoi qu'il arrive, à aller faire la fête, mettre la voiture dans la piscine ou emmener des produits illicites ou de grandes quantités d'alcool pour créer la plus grosse fête qu'il puisse y avoir aujourd'hui, non seulement sur Clermont, mais partout en France. Désarmé donc face à la tournure des événements, ce père de famille en a appelé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sans succès. Seul le commissariat de Clermont-Ferrand a enregistré ces 2 plaintes déposées contre X pour incitation à commettre des crimes et pour usurpation d'identité sur Internet. J'en veux à Facebook par le fait de l'illusion qu'ils ont donnée jusqu'à maintenant, en rassurant les utilisateurs sur les moyens qui existaient aujourd'hui sur ce site, justement pour signaler et éviter tout débordement. Rachat de Facebook ou pas, personne ne peut le dire. Toujours est-il que depuis quelques heures, les 2 groupes majeurs d'invités surprises, qui comptaient plus de 50 000 personnes, ont disparu de la toile, et qu'à la date programmée de la fête, la famille de Benjamin prévient, elle a changé de programme. Le 11 mai, je ne serai certainement pas dans cette maison ni devant. Vous serez où ? En déplacement quelque part. En famille ? Absolument. Le monde de la plongée était réuni ce matin à la basilique du Sacré-Cœur de Marseille pour rendre un dernier hommage à Albert Falco, capitaine de la Calypso et fidèle compagnon du commandant Cousteau, aux côtés de sa famille, des amis et des anciens de la Calypso. Il était, comme il était dans la vie à bord de Calypso, il était dans la vie de tous les jours. C'était un grand monsieur digne, très très humble et qui donnait toujours aux autres. C'est un type qui est pour moi un héros, qui nous a... C'était un type incroyable parce qu'il a fait rêver le monde entier et pourtant c'était le plus humble des personnalités. J'ai jamais rencontré une personne aussi humble de toute ma vie. Albert Falco s'est éteint samedi à Marseille, il avait 84 ans. On termine en Normandie avec le premier salon de la création et du design organisé dans la région. De nombreux designers y sont installés. 11 d'entre eux vont exposer leur travail durant 3 jours à Orbec, dans le Calvados. Il y a du Marcel Duchamp dans cet homme-là. Sébastien Mitig détourne les objets du quotidien dont nous ne voulons plus et les transforme en lampes. Le roi de la récup, c'est moi. Pour pouvoir jouer au bidon, donc, il faut avoir un bidon entier. Si vous faites un demi-tour, vous avez quelque chose de très graphique, très neutre. Vous pouvez les accrocher en applique, vous pouvez reconstituer votre bidon. Vous pouvez encore vous en servir au sol, tout simplement. Le but n'est pas forcément d'éclairer, mais de créer des ambiances, comme ici, avec ces rehausseurs de toilettes. Le moindre plastique, le bout de métal qui a été jeté, abandonné, peut... voilà, je cherche finalement à transformer ce qui est du déchet de notre société en quelque chose de beau. Vous invitez les gens à s'interroger. J'espère les faire rire, les interroger et amener peut-être un peu de poésie aussi. C'est du ready-made, très élaboré, car Sébastien Mitig peut passer des semaines pour réussir à glisser la bonne douille dans une semelle de fer à repasser. Ambiance scandinave épurée chez Sylvain Trancard. Ce designer issu de l'école des beaux-arts de Caen mêle le bois à différents matériaux. La fonction du meuble n'est pas toujours déterminante.
ce sont les volumes qui l'intéressent. C'est un meuble qui sert de séparation dans une pièce et ces coulissants, suivant comment on les positionne, peuvent évoquer l'idée d'un empilement de boîtes instable. Sylvain Trancard a passé 80 heures sur cette bibliothèque, vendue 3 000 €. J'aimerais bien que certaines de mes créations puissent avoir des petits, quoi. Ce premier salon est donc une ouverture pour les 11 designers qui y participent. Il y avait Milan il y a une semaine, il y a Orbeck cette semaine, et en septembre c'est Paris. C'est pour mettre la Normandie sur le piédestal. Voilà. 3 jours placés sous le signe de la liberté et celui de l'exigence.